Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire de l'Association des infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick et de l'Association des infirmières immatriculées du Nouveau-Brunswick. Je vais vous mentionner, c'est que quand je vais parler des infirmières immatriculées, je vais les appeler des infirmières, et quand je vais parler des infirmières auxiliaires autorisées, je vais juste nommer les infirmières auxiliaires. Notre sujet aujourd'hui, c'est la collaboration entre les infirmières et les infirmières auxiliaires. Ce webinaire est adapté de notre directive de collaboration intraprofessionnelle qui est récemment révisée en avril 2020. On peut le trouver sur les pages web des deux organismes de réglementation. Je veux juste vous informer que le webinaire, il va être enregistré, puis il va être placé sur les pages web. Puis lorsque ça sera terminé, nous passerons à la période des questions. Je m'appelle Lise Soucy et je suis consultante. Et bonjour, je m'appelle Joanne Leblanc-Chasson, je suis infirmière conseil à l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Nous tenons à vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce webinaire. Les deux associations, ils travaillent ensemble à ce sujet depuis plusieurs années et cela continue d'être notre présentation la plus demandée. Nous espérons que l'information que nous vous fournirons aujourd'hui vous fera voir plus clairement quelles sont les attentes concernant la collaboration. Vous fera aussi mieux comprendre le rôle de chacun et vous aidera à comprendre que quand vous travaillez ensemble, vous êtes plus efficient. Ce qui veut dire qu'on est plus efficace avec un effort réduit. Et ce qui est avantageux non seulement pour vous, mais pour vos patients aussi. Souvent, nous entendons beaucoup parler de l'élargissement du champ d'exercice des infirmières auxiliaires, mais cette présentation elle concerne tout autant les infirmières que les infirmières auxiliaires. Il s'agit d'optimiser le champ d'exercice pratique des deux, soit les infirmières ou les infirmières auxiliaires. Tous ceux et celles qui pratiquent dans les soins infirmiers aujourd'hui, ils ressentent les effets de la pénurie de personnel infirmier au Nouveau-Brunswick. Et nous avons donc besoin de comprendre que nous ne pouvons pas travailler en nous isolant les uns des autres parce que là, la BAC va couler. Pour que nous puissions donner le meilleur soin aux patients, nous devons travailler ensemble. Chacune doit respecter le rôle et les compétences de l'autre et nous devons veiller à affecter la bonne personne au bon client et à la bonne tâche. Il y a aussi une autre raison pourquoi on parle de cela aujourd'hui. Tout d'abord, il y a un lien direct entre l'optimisation du champ d'exercice et la satisfaction au travail. En général, les gens ils veulent exercer pleinement leur champ d'exercice et se sentent plus valorisés quand ils le font. De plus, la confusion des rôles existe depuis bien longtemps dans les soins infirmiers et cela peut entraîner des tensions, des conflits en milieu de travail, ce qui peut conduire aux guerres de territoire que certains d'entre nous ont pu connaître. On va parler de ça un peu plus en avançant aujourd'hui. Alors, la collaboration, c'est quoi? Si on voit sur le diapo, c'est travailler ensemble avec un ou plusieurs membres de l'équipe de soins de santé, dont chacun apporte une contribution unique à l'atteinte d'un objectif commun. Quand on parle de collaboration, ça peut être une collaboration interprofessionnelle ou intraprofessionnelle. Quand on parle de interprofessionnel, en faisant intervenir une variété de professionnels de soins de santé qui travaillent ensemble pour offrir des soins de qualité, comme l'ergothérapeute, la physiothérapeute ou les fournisseurs de soins non réglementés. Ou bien, notre collaboration elle peut être
intraprofessionnelle, c'est-à-dire que les membres de la même profession, ils travaillent ensemble pour offrir le meilleur soin, soit les infirmières auxiliaires et les infirmières. Afin de fournir les meilleurs soins et obtenir des résultats positifs pour la santé d'un patient, il faut une collaboration intraprofessionnelle ouverte et constante entre les fournisseurs de soins infirmiers ainsi qu'une compréhension claire et une optimisation de leur champ d'exercice respectifs. Cela veut dire que les infirmières et les infirmières auxiliaires doivent, c'est très important ce petit paragraphe-là, écoutez-moi bien, ils doivent se parler, elles doivent échanger leurs points de vue, elles doivent planifier ensemble et fournir des soins ensemble. C'est un travail d'équipe. Elles doivent aussi comprendre clairement leur rôle et le rôle des autres, s'appuyer et s'aider mutuellement dans le meilleur intérêt du patient. Nous devons abandonner la mentalité de dire que ben, c'est mon travail et adopter le point de vue toujours du patient. Cessez de vous demander qui fait quoi et concentrez-vous sur la meilleure façon de travailler ensemble. Il ne s'agit pas aussi de s'enlever des emplois les uns des autres. Tu sais, comme l'infirmière praticienne, elle ne prendra pas la place du médecin. L'infirmière auxiliaire ne prendra pas la place de l'infirmière et le préposé ne prendra pas la place non plus de l'infirmière auxiliaire. C'est un travail d'équipe, on travaille ensemble. Il demeure plutôt essentiel de pratiquer la collaboration et l'optimisation des rôles pour les infirmières auxiliaires et les infirmières afin de satisfaire une exigence de soins de santé et de faire face au manque d'effectifs en soins de santé. Le patient, lui, veut seulement avoir des bons soins, il ne veut pas avoir votre titre. Il y a 8 principes qui nous guident dans la réalisation de la collaboration intraprofessionnelle dans le document. Vous allez voir, il y a un document qui s'appelle « Collaboration entre les infirmières auxiliaires et les infirmières ». À la page 7, vous allez trouver les principes de collaboration. Je suis allée voir le numéro 6 dans les principes, il se lit comme suit. Une communication efficace et professionnelle entre les infirmières auxiliaires et les infirmières est essentielle pour obtenir des résultats de qualité pour le patient. Que si vous avez la chance d'aller lire, ça serait bien important. On peut les utiliser aussi, ces principes-là, comme qu'on veut. Par exemple, certaines unités les épinglent au poste de soins infirmiers ou au babillard de communication du personnel comme rappel de ce qu'on doit toujours garder à l'esprit pour que la pratique se fasse en collaboration. Nous savons que les soins infirmiers professionnels au Nouveau-Brunswick sont fournis par 2 groupes réglementés de fournisseurs de soins de santé, soit les infirmières auxiliaires autorisées ou les infirmières immatriculées. Moi, je vais vous parler de la loi sur les infirmières auxiliaires autorisées et puis je vais laisser la place à Joanne pour qu'elle parle de la loi sur les infirmières. La loi sur les infirmières auxiliaires autorisées a été révisée en 2014 et elle définit une infirmière auxiliaire autorisée comme suit. La diplômée ou le diplômé d'une école agréée d'infirmières et d'infirmières auxiliaires qui n'est pas une infirmière ou un infirmier immatriculé du Nouveau-Brunswick et qui dispense sous la direction d'une infirmière ou d'un infirmier immatriculé, d'un médecin dûment qualifié, d'une pharmacienne ou d'un pharmacien, ou en collaboration avec cette personne, des soins aux malades sous simple surveillance, en convalescence ou atteints d'affections subaiguës ou chroniques et qui assistent en dispensant les services correspondant à sa formation,
l'infirmière ou l'infirmier immatriculé dans les soins à donner aux malades atteints d'affections aiguës. Lorsque la loi a été modifiée en 2014, il y a 2 changements importants qui ont été apportés. Le premier changement, c'est dans le groupe de personnes avec qui l'infirmière auxiliaire travaille en collaboration et sous leur directive, ils ont inclus les pharmaciens. Ils n'étaient pas là avant et cela a aidé à ouvrir les portes pour les infirmières auxiliaires autorisées. C'est pourquoi que vous pouvez voir une infirmière auxiliaire qui travaille à la pharmacie pour donner les vaccins contre la grippe. Deuxième changement, c'est qu'on a ajouté les malades atteints d'affections subaiguës aux populations de patients dont les infirmières auxiliaires prennent soin. C'est pour cela qu'on voit maintenant des infirmières auxiliaires qui travaillent en soins intensifs, en oncologie, à l'urgence, parce que les infirmières auxiliaires sont instruites et capables de prendre soin des malades atteints d'affections subaiguës. Avant, on n'aurait jamais vu des infirmières auxiliaires travailler dans ces secteurs. Il est également important de remarquer que la loi sur les infirmières auxiliaires autorisées, que sous la direction ou en collaboration avec, ça ne veut pas dire que les infirmières et les infirmières auxiliaires doivent être jumelles siamoises ou en équipe de 2. Cela veut seulement dire que s'il se présente une situation où l'infirmière auxiliaire a besoin de demander des directives cliniques, une infirmière est disponible pour collaborer avec elle. Parce que si ça voulait dire que nous devons être jumelés l'une à l'autre en tout temps, on ne verra pas des infirmières auxiliaires travailler au programme extramural. Quand une professionnelle des soins infirmiers demande des directives cliniques, cela peut donner l'un des 3 résultats suivants. La professionnelle des soins infirmiers reçoit des directives et des conseils, puis elle continue de prendre soin du client. Ou l'infirmière doit peut-être prendre en charge certains aspects des soins, mais l'infirmière auxiliaire, elle continue également de prendre soin du patient. Ou encore que la situation peut justifier que l'infirmière prend en charge tous les soins du patient. Alors, je cède maintenant la place à Joanne. Merci, Lise. Donc maintenant, on va jeter un regard sur la définition de la pratique des infirmières ou infirmiers immatriculés. Donc, selon la loi, on peut voir que c'est une définition qui est très large, qui permet en fait aux infirmières de pratiquer les soins infirmiers en totalité, c'est-à-dire selon le plan champ de pratique, indépendamment ou en collaboration, tant et aussi longtemps qu'elles ont la compétence requise pour le faire. Donc, la loi sur les infirmières et infirmiers définit la pratique des infirmières comme suit. C'est l'exercice de la profession infirmière, y compris le diagnostic et le traitement des réactions humaines aux problèmes de santé réels ou éventuels, ainsi que de la surveillance infirmière. Puis ici, je vais vous faire remarquer que la surveillance de la pratique infirmière, ça fait vraiment partie du champ de pratique de l'infirmière immatriculée et de ce qu'on attend d'une infirmière immatriculée. Parfois, il arrive qu'on entend des infirmières qui partagent, qui ne veulent pas être responsables de la surveillance des autres intervenants. Ben, en fait, c'est partie intégrante de leur fonction et de leur responsabilité professionnelle. Excusez-moi. Donc, maintenant, on va regarder ce que les deux professionnels, les 2 catégories de professionnels en soins infirmiers ont en commun. Puis, on sait tous qu'il y a beaucoup de similarités entre les 2 professions. Donc, d'abord, il y a les connaissances fondamentales. Autrement dit, la base des 2 programmes d'études sont les mêmes, bien que les exigences de scolarité soient différentes. Les infirmières et les infirmières auxiliaires sont tous 2 préparées à dispenser des soins sécuritaires,
conformes à l'éthique et compétents au niveau d'entrée dans la profession quand elles obtiennent leur diplôme d'un programme agréé d'études en soins infirmiers. Les deux groupes sont également réglementés par leur propre organisme de réglementation respectif, donc l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour les infirmières immatriculées et puis l'Association des infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick pour les infirmières auxiliaires. Aussi, avant de pouvoir porter le titre d'infirmière immatriculée ou d'infirmière auxiliaire autorisée et de pouvoir exercer selon leur champ d'exercice, les infirmières et les infirmières auxiliaires sont tenues de subir et de réussir un examen d'entrée à la profession. Puis cet examen-là sert à vérifier les compétences, que les compétences de niveau débutante ou d'entrée en pratique ont été acquises. Tous deux sont également responsables de leur propre pratique. Donc, ceci les rend responsables de leurs décisions, leurs actions et même de leurs inactions. Donc, les infirmières et les infirmières auxiliaires participent aussi à l'autoréglementation. Et puis, cette autoréglementation-là se réalise par le maintien de compétences, par la participation à une formation professionnelle continue, par un comportement professionnel et l'acceptation de la responsabilité de leur propre pratique, par le maintien de l'aptitude à exercer, et puis par la prise de mesures lorsqu'en connaissance d'une pratique dangereuse, incompétente ou contraire à l'éthique. Donc, même si on a beaucoup de similarités entre les deux professions, il y a aussi des différences. Alors, au niveau des différences, les études requises la durée des études requises sont différentes. Donc, pour l'infirmière immatriculée, un baccalauréat en soins infirmiers est exigé, tandis que pour l'infirmière auxiliaire autorisée, 2 années d'études conduisent à un diplôme. Donc, quand les études nécessaires sont plus poussées, ceci fait en sorte que l'étendue, la profondeur des connaissances fondamentales augmente également. Donc, ceci fait en sorte que l'infirmière immatriculée acquit des compétences nécessaires pour faire face à des situations de soins qui sont plus complexes et puis à prendre en charge la direction des soins. Donc, quand on dit que l'infirmière immatriculée est responsable de la direction des soins infirmiers, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ceci veut dire que le plan de soins initial de soins infirmiers devrait être élaboré par l'infirmière immatriculée à partir d'une évaluation complète. Évidemment, l'infirmière auxiliaire peut collaborer et contribuer à ce processus-là. Cela veut dire aussi que l'infirmière immatriculée est responsable de l'attribution des patients ou des tâches. L'infirmière auxiliaire peut aussi attribuer des tâches, mais finalement, ça dépend toujours de la population de patients, des compétences des soignants, du milieu de soins et des politiques de l'employeur à ce sujet-là. Assumer la direction des soins veut aussi dire que l'infirmière immatriculée a la responsabilité de renforcer la capacité des membres de l'équipe grâce au mentorat dans les soins, à une gestion proactive des risques et à des soins prévoyants pour éviter les problèmes ou les résoudre quand les choses ne vont pas nécessairement comme on avait prévu. Une autre différence, c'est l'indépendance d'une part, puis la soumission à des directives cliniques. D'autre part, donc, les infirmières sont autorisées par la loi à pratiquer les soins infirmiers indépendamment, sans être soumises aux directives d'autres professionnels. Pour les infirmières auxiliaires, par contre, leur loi prescrit, comme on vient tout juste de voir, qu'elles doivent travailler en collaboration avec une infirmière, un médecin ou un pharmacien et sous leurs directives. Donc, elles peuvent pratiquer de façon autonome, mais pas tout à fait indépendante. Donc, comme Lise le mentionnait, ça ne veut pas dire que l'infirmière et l'auxiliaire doivent toujours travailler côte à côte, mais par contre, ça veut dire que l'infirmière immatriculée doit être disponible pour des consultations. On s'attend aussi à ce que les deux catégories professionnelles connaissent leur champ de pratique et sachent qui consulter et quand. On voit aussi que davantage les infirmières immatriculées exercent ou assument des rôles de leadership. Donc, en retrouvant davantage des infirmières dans ces rôles de direction clinique, on en retrouve peut-être un peu moins dans des postes de soins directs. Donc, c'est une autre raison pour laquelle il faut assurer qu'on laisse évoluer les rôles
parce qu'en fait, si on a moins d'infirmières immatriculées qui sont disponibles pour offrir des soins directs, il faut vraiment s'assurer qu'on laisse nos infirmières auxiliaires exercer selon leur plein champ de pratique. Et puis, les dernières années, on voit également des infirmières auxiliaires accéder à des rôles de leadership. Donc, regardons un petit peu plus là, ce qui finalement encadre la pratique. Donc, le champ d'exercice désigne les activités que les infirmières et les infirmières auxiliaires sont autorisées à exercer selon la formation qu'ils ont reçue. Le champ d'exercice global de la profession est défini par la loi, comme on vient de voir. Donc, la loi, elle définit les limites externes de l'exercice des professionnels en soins infirmiers. Ensuite, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu pour définir le champ d'exercice davantage. Donc, ces autres éléments-là sont, par exemple, les normes d'exercice, les politiques de l'employeur. Ça fait si qu'on regarde l'illustration du champ d'exercice, on voit que plus on s'en va vers l'intérieur, plus il y a des restrictions qui sont imposées par ces différents éléments-là. Un excellent exemple en lien avec la politique de l'employeur, c'est l'administration intravénus des antibiotiques. Donc, ceci appartient tout à fait au domaine de pratique des infirmières auxiliaires, mais il y a certains employeurs à l'heure actuelle qui ne permettent pas aux infirmières auxiliaires d'administrer des antibiotiques intraveineux. Donc, on voit que ça restreint un peu le champ d'exercice. Un autre fait qui est important de constater, c'est que la pratique des soins infirmiers est si vaste et si variée qu'il n'y a aucune infirmière immatriculée ou aucune infirmière auxiliaire autorisée qui a la compétence pour exercer tous les exercices qui font partie du champ de pratique réglementée. C'est pourquoi il devient très important de tenir compte des compétences individuelles quand on pense au champ d'exercice. Donc, il est important que les professionnels soient conscients des limites de leurs compétences et de leur champ d'exercice individuel finalement. Et puis, les normes d'exercice respectives des infirmières auxiliaires et des infirmières montrent clairement et disent clairement qu'elles doivent avoir la compétence requise pour exercer les activités infirmières avant de s'engager dans une pratique quelconque. Il y a aussi le fait que dans bien des cas, il y a des activités qui peuvent tomber dans le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire et à la fois dans le champ d'exercice de l'infirmière immatriculée. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est approprié pour toutes les infirmières auxiliaires ou les infirmières dans tous les milieux d'exercice d'exercer toutes les activités de leur champ d'exercice. Par exemple, si on parle de l'initiation de la thérapie intraveineuse et le prélèvement d'échantillons sanguins, ces deux soins-là tombent dans les deux champs d'exercice, mais toutes les infirmières et puis toutes les infirmières auxiliaires n'ont pas la compétence requise nécessairement pour fournir ces soins-là. Donc, dans des situations où ce qu'on identifie qu'on n'a pas la compétence, il est important de s'assurer qu'on acquiert des connaissances additionnelles pour assurer notre compétence, pour pouvoir dispenser ces soins-là ou passer à ces activités-là. Et puis, Lise va parler tout à l'heure de ce concept-là. Même si une activité fait partie du champ d'exercice, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est approprié pour l'intervenant de s'engager dans cette activité-là. Et puis, évidemment, le champ d'exercice est également défini par les besoins du patient. Les recherches ont démontré que plus les rôles se chevauchent, plus que cela crée de confusion. Et de fait, en général, on voit ça. Par exemple, on n'a pas de difficulté à comprendre c'est quoi le rôle de la diététiste et du travailleur social, parce que ces deux rôles-là sont bien différents. Et quand il s'agit de l'infirmière auxiliaire et de l'infirmière, leur domaine, leur rôle, leurs compétences sont très semblables. Et puis, conséquemment, ça crée de la confusion dans les rôles. Donc, l'éclaircissement des rôles est vraiment essentiel quand on pratique les soins en collaboration. Il faut savoir qui est
censé faire quoi, qui est responsable de faire quoi et comment la collaboration doit être pratiquée pour finalement assurer que les soins qu'on est en train de dispenser en collaboration sont sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique. Et puis aussi pour faire en sorte qu'on maximise de l'utilisation de tous nos professionnels en soins infirmiers. Donc, clarifier les rôles de chaque membre va aider à réduire les conflits au sein de l'équipe, réduire la confusion des rôles, à faire disparaître les limites imposées aux compétences et puis à établir des relations de confiance. Donc, il est très important que les équipes comprennent leurs fonctions et leurs responsabilités respectives pour arriver à travailler ensemble efficacement. La directive révisée sur la collaboration intraprofessionnelle présente un tableau à l'annexe 2 qui démontre vraiment les différences entre le champ d'exercice de l'infirmière immatriculée et de l'infirmière auxiliaire autorisée. Donc, je vous encourage fortement à consulter ce tableau-là parce que je pense que ça peut certainement servir à clarifier les rôles et à éclaircir, excusez-moi, les fonctions des catégories de professionnels réglementés en soins infirmiers. Donc, ici, on a une petite caricature, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Si chacun ne comprend pas le rôle de l'autre, puis qu'on ne sait pas qui doit faire quoi, c'est très, très probable qu'il va se produire des morts ou même des doublements qui vont donner lieu à des événements adverses et qui vont vraiment avoir un impact sur la qualité des soins et sur la sécurité du patient. Donc, finalement, l'éclaircissement des rôles et la compréhension des responsabilités se résume vraiment à une communication efficace entre les membres de l'équipe. La communication est nécessaire à chaque étape pour la planification, l'exécution, l'évaluation des soins qui sont livrés aux patients quand on travaille en collaboration. Donc, je vais maintenant laisser Lise continuer avec l'autre partie du webinaire. Merci, Joanne. OK. Maintenant, moi, je vais vous présenter le code à 3 facteurs, OK, qui a été conçu par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Ce code est maintenant largement utilisé pour prendre des décisions concernant la catégorie des soins infirmiers à attribuer à chaque client. Comme le titre l'indique, il y a 3 facteurs. Tu as le client, le professionnel des soins infirmiers et l'environnement. Le premier facteur, ça, on va voir le client. Quand on considère le client, bien, il faut penser au degré de complexité, de degré aussi de prévisibilité et de risque des résultats négatifs. La complexité, on voit ça, c'est la mesure dans laquelle l'état de santé et le besoin de soins du patient peuvent être définis facilement. La prévisibilité, c'est la mesure dans laquelle on peut prévoir les résultats pour le patient et ses besoins de soins futurs. Le risque de résultats négatifs, c'est la probabilité qu'un patient éprouvera des résultats négatifs par suite de son problème de santé ou en réaction au traitement. Quand les clients sont moins complexes et plus prévisibles, les membres de l'équipe peuvent travailler avec très peu de directives et suivre le plan de soins. Quand le patient devient plus complexe et moins prévisible, c'est là que la collaboration devient importante. Et cela peut vouloir dire que l'infirmière apprend un rôle plus directif et donne des instructions spécifiques. Plus le besoin de soins sont complexes, plus qu'on a besoin de consultation ou plus on a besoin qu'une infirmière fournisse toute la gamme de soins. Le deuxième facteur à considérer est le professionnel des soins infirmiers. Quand il s'agit d'une infirmière ou d'une infirmière auxiliaire, il faut considérer les facteurs qui touchent la capacité des professionnels de soins infirmiers d'offrir des soins sécuritaires, compétents, compatisants et conformes à l'éthique. Il faut considérer
les capacités de prendre des critiques, les aptitudes à la prise de décision et les qualités de leadership. Les infirmières et les infirmières auxiliaires, ils doivent être conscients des limites de leurs compétences et c'est pourquoi que nous devons toutes participer à une formation continue. Un exemple, c'est si vous changez de spécialité, vous devez comprendre par vous-même que vous aurez probablement besoin d'une formation et d'études additionnelles pour avoir du succès. Le troisième facteur à considérer est le milieu de pratique. Les questions à se poser, c'est là où vous travaillez, avez-vous accès à des soutiens à la pratique? Qu'est-ce que vous avez comme ressources de consultation? Est-ce que le milieu est stable et prévisible? Moins ces facteurs sont présents et prévisibles, plus on a besoin que la collaboration du personnel d'infirmière. Je vais vous donner un exemple. Dans le programme extramural, l'infirmière auxiliaire elle a besoin de meilleur accès à des consultations étant donné le corps de travail. Elle travaille de façon plus indépendante dans la collectivité, mais elle a un téléphone à utiliser si elle a besoin de consulter. Alors, l'optimisation du rôle de l'infirmière auxiliaire est vraiment augmentée dans le programme extramural. Les infirmières auxiliaires peuvent-elles avoir leurs propres patients? Eh bien, oui. Pourquoi? Pourvu qu'elle ait accès à des consultations et à des soutiens. Si le patient ne va pas bien, bien, elle va être capable de transférer les soins si la situation change. Pour la situation du patient est complexe et plus l'environnement est dynamique, plus qu'on va avoir besoin que l'infirmière offre toute la gamme des soins, elle évalue les changements et elle redéfinisse les priorités. Des décisions sur l'utilisation d'une infirmière ou d'une infirmière auxiliaire sont prises après l'évaluation des besoins de soins du client, des connaissances de l'infirmière et du milieu d'exercice au lieu que l'on considère seulement son titre. Quand on utilise le code à 3 facteurs qu'on vient de voir, on constate qu'à partir de l'évaluation de ces 3 facteurs, le patient se trouve quelque part dans ce continuum de soins. Quand il est moins complexe, plus prévisible et moins à risque de résultats défavorables, il se trouve dans la partie verte. L'infirmière et l'infirmière auxiliaire peuvent tous deux travailler de façon autonome. Quand ils commencent à avoir des problèmes plus complexes, à devenir moins prévisibles, alors là, ils tombent dans la partie jaune. C'est là que l'infirmière et l'infirmière auxiliaire devraient se consulter mutuellement parce que la consultation et la collaboration, ça va dans les deux sens. Si un patient devient plus complexe, imprévisible et à risque élevé de résultats négatifs, c'est là que l'infirmière prend en charge tous les besoins de soins. Mais l'infirmière auxiliaire, elle peut également continuer à s'occuper de certains aspects des soins, tels que la surveillance des signes vitaux, mais l'infirmière prendra charge de ce patient. Et comme nous l'avons mentionné, il faut aussi tenir compte du milieu de soins parce que quand les soutiens à la pratique sont limités et quand l'environnement est plus dynamique, on a un plus grand besoin de l'infirmière. On a besoin qu'elle fournisse toute la gamme de soins où elle évalue les changements et elle redéfinisse les priorités. La collaboration, c'est vital, parce qu'il est bien possible que les patients tombent entre deux bouts du continuum de soins. Une infirmière auxiliaire, elle peut être capable de répondre à certains besoins de soins, mais pas à tous, compte rendu des 3 facteurs qu'on vient de voir.
Et si, c'est est-ce que je peux ou est-ce que je devrais? On va parler de ça ici. C'est pour vous aider à mieux comprendre ceci. Nous avons quelques exemples à vous donner. Lorsque les professionnels des soins infirmiers demandent à une conseillère en pratique, est-ce que je peux faire ça? La réponse n'est pas aussi facile que de dire oui ou non. Okay? Comme nous l'avons déjà expliqué, il est essentiel de tenir compte, encore là, du patient, du professionnel des soins infirmiers et de l'environnement pour déterminer si une tâche spécifique peut être exécutée ou prendre en charge un patient. Il est donc important de poser aussi la question, est-ce que je devrais, donc, est-ce approprié? Premier exemple, c'est comme un patient qui a une trachéostomie, puis qui est à l'unité des soins intensifs avec un ventilateur. Une infirmière auxiliaire, elle peut faire le changement de pansement, mais devrait-elle le faire? Dans cette situation, le patient est complexe et imprévisible et présente un risque élevé des résultats négatifs. Et le milieu est dynamique puisqu'il est aux soins intensifs. Étant donné ces facteurs, la meilleure personne pour faire le changement de pansement dans cette situation serait l'infirmière, étant donné le contexte dynamique et la condition du patient. Si c'était un patient à une unité de médecine et si la trachéostomie était pour elle une pratique courante de soins, l'infirmière auxiliaire pourrait certainement exécuter cette tâche. L'exemple numéro 2, ici, on a comme l'immunisation en programme d'extramural pour les infirmières auxiliaires. L'immunisation ne fait pas partie de leur programme d'études. Toutefois, elles peuvent acquérir cette formation en tant qu'infirmière auxiliaire autorisée et recevoir le mentorat clinique qui leur permettra de devenir compétentes. Alors, cela fera partie de leur champ d'exercice personnel. Par contre, dans le cas d'un client qui n'a jamais reçu le vaccin contre la grippe, et si c'est la première fois que l'infirmière auxiliaire exerce cette compétence indépendamment, l'IAA devrait-elle donner ce vaccin à ce client? Dans ce cas, le fait que le client ne l'a jamais reçu rend le résultat imprévisible. Alors, c'est l'infirmière qui devrait donner ce vaccin la première fois. S'il n'y a pas de réaction, l'infirmière auxiliaire pourra faire l'administration suivante. Un autre exemple, pour un patient à une unité de médecine familiale dont l'état est prévisible et à faible risque de résultats négatifs, qui a une blessure pour laquelle le changement de pansement est complexe et que l'infirmière auxiliaire à l'unité a une formation avancée en soins des plaies, alors que l'infirmière de l'équipe a peu d'expérience en soins des plaies. La meilleure soignante pour ce patient sera l'infirmière auxiliaire à cause de son expertise en soins des plaies. Ceci pourrait servir comme une opportunité de mentorat entre l'infirmière auxiliaire et l'infirmière. On va parler de communication. Toutes ces situations de soins peuvent exiger des prises de décision complexes et c'est pourquoi des communications claires sont si essentielles. Les recherches indiquent que le manque de communication et de collaboration peut être la cause de moins de 70% des événements indésirables actuellement déclarés. Nous constatons qu'il y a toujours de la place pour parfaire les habiletés en communication, en conscience de la situation, en prise de décision et en travail d'équipe. Et les manques au niveau de ces capacités non techniques, y compris le travail d'équipe et la communication, peuvent entraîner des incidents qui mettent le patient en danger, puis des erreurs médicales, comme nous le montre cette caricature. Si on voit la caricature, l'intervenant de gauche, il dit « Et c'est pour cela qu'on soulève au compte de 3 ». C'est parce qu'il devait
transférer un patient, soulever un patient, puis ils ne se sont pas parlé. Alors, on voit que l'intervenant de droite, excusez, il a les pieds du patient dans les mains et le restant a tombé. Si on aurait eu une bonne communication, ça ne serait pas arrivé. Ça se peut que les deux associations touillent à se rencontrer car ça peut arriver au Nouveau-Brunswick. Tu sais, des fois, on pense que ça arrive toujours ailleurs, dans les grands centres, et non au Nouveau-Brunswick, ici, ça peut arriver. Et qui ce qui paye pour ça? Ben, c'est le patient. Tu sais, c'est le patient a tombé, mais ça peut prolonger son hospitalisation. Ça fait qu'il faut vraiment une communication claire et très, très importante. Je laisse la place à Joanne au moment de commencer à conclure l'exposé aujourd'hui. Merci, Lise. Je vais tenter de changer ma diapo sans perdre la... Excusez-moi. Donc, toujours en lien avec la communication, il est très, très important de nous souvenir d'agir avec civilité au travail. On sait bien que les paroles, les écrits, le langage corporel, ils ont toute une influence sur le moral dans le milieu de travail, sur la dynamique d'équipe, et ceci impacte conséquemment souvent les résultats pour le client. Donc, ceci ne veut pas dire qu'on a besoin d'être amis avec tous nos collègues au travail, d'aller manger de la pizza à tous les fins de semaine, mais il faut certainement agir avec civilité et communiquer entre nous en milieu de travail. Et qu'est-ce que ça veut dire, la civilité? Ben, c'est d'avoir un souci de la politesse. C'est pas de dépendre à ce qu'on aime tout le monde. Ça nous demande de penser avant d'agir. Et ça peut nous demander aussi d'accepter d'être en désaccord. Donc, les professionnels qui travaillent en collaboration, c'est certain qu'on doit se compléter, compter les uns sur les autres. Et puis, avec une attitude de civilité, ça favorise sans aucun doute la collaboration. Tous ces changements ici, toutes ces attentes envers la pratique des professionnels en soins infirmiers peuvent donner lieu à différents sentiments. Puis ces sentiments-là peuvent être très variables. Ils peuvent aller de la tristesse à la confusion finalement. Certains vont appeler ça une crise d'identité, d'autres vont voir ça comme quelque chose de positif, une évolution des rôles. Mais peu importe comment est-ce qu'on l'identifie, c'est un changement. Puis c'est un fait connu que la nature humaine, on résiste au changement. Donc, il est vraiment important de reconnaître que tout le monde a des réactions différentes devant le changement. Certains vont embrasser le changement, puis l'accepter, ils sont prêts à avancer, ils considèrent ça comme une évolution de la pratique, ils voient la collaboration, l'optimisation des rôles comme une bonne chose. Puis pour d'autres, ben, ça cause de la confusion, du chaos. Et pour ces gens-là, ça va leur prendre beaucoup plus de temps à s'adapter. Puis certains voudront finalement simplement pas faire face au changement. Et puis, ils vont peut-être même aller jusqu'à envisager un changement au niveau de leur carrière ou de leur profession. Puis ça leur appartient. C'est une décision personnelle. Mais c'est sûr que c'est vraiment pas sécuritaire de rester appris à se dire ben, « je suis mélangée, je ne sais plus qu'est-ce que personne fait », comme la madame au centre. Puis également dangereux de rester pris dans la phase de crise d'identité, comme la petite vache qui miaule. Mais chose certaine, c'est important d'être conscient où chacun en se trouve là-dedans et puis d'agir pour suivre l'évolution qui se produit puis qui doit se produire. Les gens réagissent au changement différemment. Ça a des conséquences directes sur la dynamique des équipes et sur la collaboration. Alors, à l'école, le changement, c'est sûr que ça rend les choses difficiles. Donc, ceci fait en sorte que ça rend encore plus important le soutien qu'on s'apporte les uns aux autres, puis de nous appuyer pour arriver là où il faut arriver. Donc, pour conclure aujourd'hui, nous avons voulu finir la présentation par quelques questions qui sont souvent posées
à l'Association des infirmières auxiliaires ou à l'Association des infirmières du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais commencer par la première. Donc, les infirmières nous demandent, en tant qu'infirmière immatriculée qui donne des conseils cliniques, suis-je responsable de la pratique des infirmières auxiliaires autorisées? Donc, les infirmières ne sont pas responsables de la pratique des infirmières auxiliaires. Comme les infirmières immatriculées sont des professionnels autoréglementés qui sont tenus de respecter des normes d'exercice et d'observer un code de déontologie et qui sont responsables de leur propre pratique. Donc, l'infirmière auxiliaire, elle a la responsabilité de contribuer au plan de soins infirmiers en évaluant les besoins du client, en exécutant les interventions, en évaluant les réactions du client à ces interventions-là. Il a la responsabilité de s'assurer que les évaluations finales du client sont comme prévu et puis que les résultats sont atteints. Et puis, quand les résultats ne sont pas atteints et ça ne va pas comme prévu, l'infirmière auxiliaire a la responsabilité de consulter l'infirmière pour avoir des directives cliniques. Et puis, l'infirmière, à son tour, elle a la responsabilité d'offrir des conseils cliniques. L'infirmière est donc responsable de ce qu'elle fait avec l'information qu'elle reçoit de l'infirmière auxiliaire, d'aller chercher davantage des données additionnelles pour prendre des décisions. Et puis, elle est responsable des décisions qu'elle va prendre à partir des infirmières, des informations, excusez-moi, qui lui ont été partagées par l'infirmière auxiliaire. Par contre, on ne peut pas être tenu responsable pour ce qu'on n'a aucun moyen de savoir. Donc, si l'infirmière n'est pas avisée par l'infirmière auxiliaire qu'il y a des résultats qui sont imprévus ou qui ne sont pas atteints, l'infirmière immatriculée, elle ne devient pas responsable des résultats à ce moment-là. Aussi, si on a une situation qui résulte d'une erreur de la part de l'infirmière auxiliaire, l'infirmière auxiliaire a la responsabilité d'apporter ceci à l'attention de l'infirmière afin que la situation puisse être évaluée et puis peut être adressée. C'est par exemple si on a un 100 mg de Lasix qui a été administré au mauvais patient par l'infirmière auxiliaire, le patient, lui, il doit être évalué, le médecin doit être avisé, on devrait déterminer qu'est-ce qui devrait être mis en place pour assurer la sécurité du patient. Donc, dans cette situation ici, possiblement qu'il y aurait un contrôle plus strict d'agesta excreta avec évidemment bien d'autres interventions. Donc, l'infirmière, elle n'est pas responsable de l'erreur dans ce cas ici, mais elle est responsable un coup qu'elle a pris connaissance de la situation, un coup que l'auxiliaire lui a partagé la situation. L'infirmière, elle est responsable de fournir des conseils, possiblement des soins, puis assurer une surveillance des soins suite à l'incident. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lise pour la prochaine question. OK, la prochaine question, c'est en tant qu'infirmière auxiliaire, qu'est-ce que je fais si j'ai des réserves au sujet des directives données par l'infirmière? Toutes les infirmières et les infirmières auxiliaires ont la responsabilité professionnelle et éthique de promouvoir des soins sécuritaires, compétents et conformes à l'éthique pour le patient. Si après avoir consulté une infirmière, vous craignez de ne pas avoir reçu les directives appropriées, vous devez continuer de défendre les meilleurs intérêts du patient. Cela peut inclure une discussion plus poussée avec l'infirmière, une consultation auprès d'un autre fournisseur de soins de santé ou l'expression de vos préoccupations à votre gestionnaire ou votre superviseur. Les infirmières et les infirmières auxiliaires, ils doivent aussi s'assurer de mettre par écrit les mesures prises pour défendre les intérêts du patient. Toutefois, ce n'est pas l'occasion de faire entendre vos frustrations, les critiques envers l'autre. Okay? La documentation au dossier va vous sauver ou va vous couler. Fait que ça, on va suivre les politiques de l'établissement si les politiques permettent d'inscrire le nom ou juste les initiales de l'infirmière. Ça fait que ça laisse à l'établissement. OK, je vais laisser le tour à Joanne. OK. OK, excusez.
Ce webinaire sera affiché sur le site web de l'Association des infirmières immatriculées du Nouveau-Brunswick et celui de l'Association des infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick au cours des prochaines semaines. Cela permettra aux membres qui n'ont pas pu écouter aujourd'hui de l'écouter quand cela lui conviendra. Et nous vous rappelons de consulter le document commun révisé, Directive sur la collaboration intraprofessionnelle en soins infirmiers, de collaboration entre les infirmières auxiliaires autorisées et les infirmières immatriculées, qui est actuellement affiché sur le site web de l'Association des infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick et celui de l'Association des infirmières immatriculées du Nouveau-Brunswick. Nous tenons à vous remercier de vous être joints à nous aujourd'hui et nous espérons que cette présentation a offert des éclaircissements et des conseils sur la meilleure façon pour les professionnels de soins infirmiers de travailler ensemble pour répondre toujours aux besoins du client. Si vous avez des questions, vous pouvez certainement vous adresser à l'un ou l'autre des organismes de réglementation pour en discuter. Avant de partir, nous aimerions sonder notre auditoire en vous posant 2 questions d'évaluation. Si vous voulez bien y répondre quand elles apparaîtront sur votre écran. Vous avez juste à répondre oui ou non. OK, voici la première question. Est-ce que cette présentation était utile? OK, on va vous laisser encore un petit bout pour répondre aux questions. OK, maintenant, on va passer à la deuxième question. OK, qui est ainsi, c'est « Avez-vous le sentiment de travailler dans le cadre d'un modèle de soins collaboratifs qui favorise l'optimisation des rôles? » OK, on vous laisse encore une couple de secondes pour répondre. Merci beaucoup. Juste en passant, je voulais juste vous dire que si vous avez des suggestions sur des sujets que vous aimeriez voir des webinaires futurs, bien, vous pouvez l'écrire dans la boîte de bavardage. On va prendre conscience de vos suggestions. Merci beaucoup d'avoir été là.